Chers amis, bonjour. Dans cet épisode, on va faire deux choses plutôt chouettes. On va continuer sur l'arc option parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé et donc je voudrais partager ma réflexion avec vous. Et puis on va continuer également notre arc sur les styles d'investissement et je vais vous dire un mot de l'approche value de l'investissement. Vous savez qu'on a déjà fait une vidéo sur l'approche momentum, on a fait une vidéo sur l'approche quality. Aujourd'hui, on va parler de l'approche value. Et l'idée, c'est que je suis en train de vous créer un petit guide de ces différents styles d'investissement qui, comme tous les petits guides, rejoindra la page Patreon. Et la page Patreon, vous pouvez la rejoindre pour seulement 3 € par mois pour accéder à ces guides et à tout un tas de contenus exclusifs. Alors, on commence par ce qui m'a frappé. Je commence par vous expliquer le petit trade que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un mouvement sur mon action qui s'appelle ST Microelectronics. Je vous le montre, c'est ici. Donc vous savez, maintenant ce que je fais, c'est que je vous montre le prix auquel j'ai racheté l'ancien call, le prix auquel j'ai vendu le nouveau call, et la somme des deux, ça montre l'argent que j'ai gagné sur ce trade particulier. Donc vous voyez qu'aujourd'hui j'ai gagné 48,50 € et hier j'avais gagné 65,50 €. Je vous montrerai le total de ça parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui commence à me frapper avec cette stratégie. Je fais juste un petit point sur la chaîne d'options parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est pas encore hyper clair. Donc regardez, on va par exemple sur ST Microelectronics, on regarde les options et donc vous avez plein d'options justement. Donc de ce côté-là, vous avez les calls et de ce côté-là, vous avez les puts. Et donc il s'agit d'animaux bien différents. Donc ici, si j'achète un call, donc par exemple, j'achète un call de ST Microelectronics pour le 15 septembre à 42,50, c'est que je veux avoir la possibilité d'acheter ces actions au 15 septembre pour le prix de 42,50 €. Et donc là, je paye, c'est moi qui paye pour avoir cette possibilité. Mais je peux également vendre un call, et si je vends un call, c'est-à-dire que je donne à une personne la possibilité contre rémunération, en quelque sorte de prendre le contrôle de mes actions avec cette possibilité de les racheter à un moment donné. Et donc moi, c'est cette partie du tableau que j'utilise en priorité, et donc je vends des calls, donc je vends la possibilité à des gens de racheter mes actions à un moment donné à un prix qui est fixé à l'avance, mais de temps en temps ce que je vais faire, c'est que je vais racheter les calls que j'ai vendus, si le prix auquel je les avais vendus est devenu plus cher que le prix auquel je pourrais les racheter. C'est là que vous êtes largué en fait. Je suis à peu près sûr que c'est là que vous êtes largué, mais c'est pour ça que la théorie ça va 5 minutes en fait. Si vous faites pas les trucs, ça vous paraît complètement absurde, et c'est ça que je fais en général, c'est que je me rends compte que à cause des évolutions du sous-jacent, donc par exemple si ST Microelectronics baisse, et bien en général le call que j'ai vendu, son prix baisse également, et donc j'ai la possibilité de le racheter et de faire tourner les choses avec différentes stratégies dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et de l'autre côté, vous avez les puts, et donc les puts c'est le contraire des calls. J'imagine le cauchemar pour les gens qui n'ont pas du tout un esprit logique. Ça c'est marrant parce que ça me fait penser à des tables de vérité en logique, vous voyez, mais bon bref, enfin voilà, il faut s'y mettre un petit peu, sinon on est paumé. Les puts en fait, ce que vous faites, c'est que ce que vous vendez, ce que vous achetez, c'est la possibilité d'acheter des actions. Donc par exemple, si je décide de vendre un put, je donne à quelqu'un la possibilité de se délester de ses actions en fait. C'est pour ça qu'on touche une prime. C'est voilà, je mets un put de ST Microelectronics à 40 $ le 15 septembre, je vends ici. Si je vends un put, je touche une prime parce que imaginons que la personne se dit en gros, moi je veux surtout pas que mes actions ST Microelectronics elles tombent en dessous de 40. On imagine que l'action s'effondre et qu'elle arrive à 38. La personne pourra me forcer à racheter ses actions à 40 alors qu'elles valent maintenant 38. Voilà. Et donc ça peut être une assez bonne idée, enfin j'en sais rien si c'est une bonne idée, hein. Pour le moment c'est pas un truc que j'ai envie d'explorer. Vous pouvez décider de vendre des puts pour pouvoir rentrer dans une action à un prix qui est intéressant. Donc je sais pas moi, si on prend le cas de Total, je suis sorti de mon option chez Total, mais imaginons que j'ai gardé mon option Total à 60 balles et quelqu'un ait décidé d'exercer le call que j'ai vendu, et bien je pourrais me dire moi j'ai pas envie de racheter du Total à 61, donc je vais vendre un put
put à 58 par exemple, et donc ça veut dire que je touche une prime pour attendre que le prix de l'action arrive à 58, et de deux choses l'une, soit Total baisse effectivement, et donc je rachète mes actions, et je suis content parce que j'ai fixé le prix auquel je voulais les racheter, soit Total ne baisse pas à ce niveau-là, et puis je peux revendre un put, etc. Donc c'est un peu le même système avec les options, et donc le scénario catastrophe quand on vend des puts, et ce serait par exemple que Total tombe, je sais pas moi, à 55, et je me suis engagé à les acheter à 58, et donc voilà, j'achète 58, quelque chose qui vaut 55, et là je suis moins content. Voilà, ça c'est un petit peu pour que vous ayez la théorie, mais vraiment ça va vous paraître abscon si vous n'êtes pas aussi dans la pratique, et encore une fois, si vous voulez passer à la pratique, vous devez avoir un peu conscience de ce que vous faites, et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, c'est pour que vous puissiez comprendre au fur et à mesure ce que ça veut dire, et ce que ça veut dire également que vous n'êtes pas marié avec une option, quoi. Les options, une fois que vous les avez vendues ou achetées, vous pouvez les revendre ou les racheter, et c'est pas quelque chose qui vous engage définitivement. Donc même si vous faites des erreurs, il y a moyen de les rattraper. Et j'ai d'ailleurs fait des erreurs au début parce que j'ai fait des bêtises, j'ai acheté des calls au lieu de les vendre, et en fait au début on se dit oulala, mais en fait quand vous vendez un truc, vous pouvez l'annuler en rachetant, et quand vous achetez un truc, vous pouvez l'annuler en vendant. Enfin voilà, ces erreurs qu'on peut faire à ce niveau-là peuvent être corrigées, mais vous risquez de perdre un petit peu d'argent si vous faites les choses de façon pas suffisamment précautionneuse. Mais honnêtement, on m'a demandé pas mal de fois comment je m'étais formé sur les options. J'ai juste regardé des vidéos sur les options, c'est tout ce que j'ai fait. Moi je me forme avec YouTube, j'ai tapé Covered Call for Passive Income, et j'ai essayé d'identifier des youtubeurs qui faisaient ce que je suis en train de faire avec vous, à savoir partager mon écran, partager mon parcours, partager mon expérience. J'en ai trouvé quelques-uns, mais voilà, ça manque trop. C'est ce qui manque le plus, je trouve, sur YouTube, c'est la transparence. Et d'ailleurs, quand j'ai fait un sondage sur ma chaîne pour vous demander ce qui était le plus important pour vous dans ce que je partageais avec vous, vous m'avez dit dans une grande majorité que c'était la transparence, et je comprends pourquoi en fait, parce qu'il y a trop de youtubeurs dans le domaine de la finance qui partagent des trucs sans montrer ce qu'ils font, et si on sait pas s'ils sont skin in the game, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout c'est beaucoup plus difficile de se lancer, et c'est pour ça que les gens vont être tentés d'acheter des formations pour des informations qui sont finalement pas décisives, quoi. Moi quand je crée et que je vends une formation, c'est parce que je considère que j'ai une information qui est vraiment décisive, mais faire une formation pour dire aux gens, en fait voilà, si tu veux acheter une option, tu vas dans option, et puis t'appuies là. Par contre si tu veux vendre une option, tu vas dans option puis t'appuies là. Donc c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos avec autant de transparence, c'est que vous ayez pas à en passer par des trucs vraiment de niveau débutant, quoi. Bref, cette parenthèse a duré beaucoup trop longtemps, et donc ce dont je voulais vous parler, c'est le mouvement que j'ai fait sur mes actions ST Microelectronics. Donc vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une option qui était avec un exercice à 46, et j'en ai revendu une à la même date, mais avec un exercice à 44. Et donc ça veut dire que j'ai augmenté mon risque en quelque sorte, parce que la perspective que ça arrive à 44 est plus certaine que la perspective que ça arrive à 46. Mais en prenant ce risque, ça m'a permis d'empocher une belle prime. Et donc pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de tester à quel point on peut jouer au chat et à la souris, vous voyez. Donc imaginons que ST Microelectronics commence à augmenter beaucoup, et que la perspective que ça dépasse les 44 avant le mois de novembre se rapproche, eh bien je pense que je pourrais faire un petit peu ce que j'ai fait sur Total Energy, à savoir me dire ok, je rachète mon option, même si je vais la payer un petit peu cher, et pour faire quand même une plus-value, je vais jouer sur le temps, c'est-à-dire que voilà, si je vois que ST Microelectronics passe à 44,5 début novembre, je vais dire ok, je vais vendre une option à 46 en décembre, et essayer de me rattraper comme ça. Donc je vais voir à quel point c'est possible de jouer au chat et à la souris, donc à savoir réduire le coût d'exercice, donc toujours en restant en bénéfice, parce que moi je suis en bénéfice au-dessus de mon prix moyen d'exercice, donc avec 44 je suis encore en bénéfice, mais voilà, j'ai envie de voir si on peut pas jouer à ça, c'est-à-dire essayer d'empocher une belle prime en prenant un risque en termes de coût d'exercice,
et si on a un retournement de marché, voir dans quelle mesure c'est possible de quand même être rentable en rachetant mon option et en revendant une qui me permet de conserver mes actions mais en augmentant la date. Et donc je vais voir si je vais pouvoir jouer avec ça et dans quelle mesure ça va me permettre de continuer à être rentable. Alors, ceci étant posé, je voudrais vraiment vous montrer le total de l'argent que j'ai généré avec les options pour ce mois de septembre, parce qu'il y a quelque chose que je trouve assez spectaculaire. Donc regardez, si on regarde le total des revenus passifs en septembre, je suis déjà à plus de 700 euros. On n'est même pas à la moitié du mois et j'ai gagné 100 euros de plus que le mois précédent. Et ça, c'est notamment dû en grande partie aux options. Les dividendes ne sont pas encore arrivés. Les dividendes vont arriver vers le 15 septembre parce que c'est là que mes ETF vont verser leurs dividendes. Quand même, quoi. En termes d'options, simplement, j'ai gagné plus de 2 fois plus que le mois précédent. Et donc, on se retrouve comme ça, avec des petits 700 euros de revenus passifs. Oui, et quand je dis revenus passifs, vous pouvez avoir l'impression que faire des options, ça prend du temps, parce que quand je vous raconte les trucs, ça s'étale un petit peu en longueur, mais les options, ça me prend pas plus de 5 minutes par semaine. Réalisez ça quand même. Là, ça a l'air long, parce que je vous en parle comme ça en longueur, mais c'est juste, je prends mon téléphone, j'appuie sur un bouton et c'est tout, quoi. Et je le fais même pas tous les jours. Donc prendre mon téléphone et appuyer sur un bouton, ça prend 30 secondes. Donc vraiment, c'est du revenu passif. Pour moi, c'est une des formes les plus pures de revenus passifs. Donc parenthèse refermée, je trouve que c'est très impressionnant si on rapporte ça à l'argent que j'ai investi. Donc si on enlève la plus-value, j'ai investi quelque chose comme c'est quoi, comme 63 000. Ouais, c'est ça, j'ai investi quelque chose comme 63 000 plus ou moins. Ça veut dire que ça me rapporte pour le moment plus de 1% par mois. C'est ça qui est impressionnant. C'est 1% par mois, ça fait du 12% par an. On est seulement la moitié du mois, donc je pense que j'aurai la possibilité de faire plus que ça. Donc imaginez faire du plus de 1% par mois. Ça veut dire qu'avec les options, vous avez la perspective de faire du plus de 12, 13, 14% par an avec un portefeuille. Et l'autre chose qui m'avait frappé, c'est que j'ai calculé quel était le pourcentage de mon portefeuille que je consacrais aux options. Donc j'ai 4 entreprises avec lesquelles je fais des options pour le moment. Ça représente quelque chose comme 25-26 000 euros. C'est-à-dire que ça représente quelque chose comme 35% de mon portefeuille. Il y a 35% de mon portefeuille que je consacre aux options. Et donc quand je vois ça, je suis assez tenté, parce que j'aime bien la performance, de me dire, regarde, imagine que tu as un portefeuille full options, combien est-ce que tu pourras aller chercher ? Est-ce que tu pourrais faire 2 fois ça, 3 fois ça, etc. Et donc c'est là que je me dis qu'avec un portefeuille de moins de 100 000 balles, avec un portefeuille de moins de 100 000 balles, c'est possible, grâce aux options, de générer des revenus passifs de peut-être 1200, 1300, 1400 euros par mois. Donc voilà, c'était la réflexion que je voulais partager avec vous. Je trouve que c'est assez impressionnant. Je précise évidemment que j'en suis complètement au début de mon parcours, et toutes les fois que je vois quelque chose du type ça a l'air facile, ça a l'air simple et ça rapporte énormément, je me dis qu'il y a une contrepartie. Pour le moment, la contrepartie que je vois, c'est que c'est possible qu'en faisant des options, je me retrouve dans une situation où je me fasse manger de la plus-value. Pour le moment, c'est pas le cas. Parce que je garde mes actions en portefeuille, j'empoche les dividendes et j'empoche les primes, mais il doit y avoir un truc, quoi. Il doit y avoir un truc, ou alors je peux faire des options aussi rentables parce que les actions que j'ai en portefeuille performent moins bien que d'autres actions. Enfin, j'en sais rien. C'est pour ça que je veux être prudent quand je vous parle des options. Ça me paraît être un truc cool. En tout cas, moi, je prends du plaisir à faire ça. Pour le moment, j'ai des résultats, mais j'essaierai d'être attentif sur la contrepartie. Il y a forcément une contrepartie. Je l'ai pas encore vu, j'en ai pas encore conscience en pratique, j'en ai un petit peu une conscience théorique, mais voilà, quand je verrai la contrepartie de ça, je vous en parlerai. De toute façon, vous savez que la transparence, c'est un petit peu la clé sur cette chaîne, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, quoi. Le fait est que là, vous avez les revenus passifs avant les options, là, vous avez les revenus passifs après les options, et on est sur une courbe qui est très impressionnante, et donc je vais continuer à laisser l'argent s'accumuler ici. Et oui, et en fait, si là vous n'avez pas 700 balles en options, c'est parce que il y a une partie des options qui sont sur mon autre portefeuille, le portefeuille alpha, que peuvent voir les membres de la page Patreon. Mais voilà, je vais laisser s'accumuler l'argent des options. Il y a les dividendes qui vont arriver et on aura une belle cartouche à mettre à la fin du mois pour augmenter la part ETF de mon portefeuille et avoir pour le coup quelque chose qui est vraiment tout à fait
passif. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui permet les options, parce que DeGiro fait partie des courtiers qui permettent les options et c'est pas toujours le cas, eh bien vous avez sous cette vidéo mon lien affilié et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés à la fin du premier mois, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Ceci étant posé, on passe à la deuxième partie de cette vidéo où on va s'intéresser à ce qu'est l'approche value de l'investissement. Alors comme d'habitude, je trouve qu'un bon point de départ, c'est de partir des indices du MSCI. Et donc il y a un indice MSCI du World Value Index. Et la première chose qui frappe évidemment, c'est que la value a l'air de sous-performer l'indice World. Et donc on va regarder un petit peu dans les détails sur quoi est basée cette approche, quels sont les critères pertinents. Mais il y a quelque chose qui me semble assez logique dans le fait que la value, ce soit quelque chose qui sous-performe l'indice monde simple, c'est parce que quand même, quand vous avez une approche value, vous partez du principe qu'il y a systématiquement des anomalies de marché. C'est-à-dire que c'est possible d'identifier des entreprises dont la valeur intrinsèque réelle est supérieur au prix, et supérieur au cours de l'action. Et ça me paraît compliqué, et ça me paraît compliqué d'être un investisseur particulier et de se dire qu'on va percevoir une valeur dans certaines entreprises que le reste du marché n'a pas vu. Ça me semble un pari assez compliqué parce que même si les marchés ne sont pas tout à fait efficients, ben voilà, il y a des gens qui ont des capacités d'analyse bien supérieures à la nôtre. Il y a en face de nous, on a des banques, on a des fonds d'investissement qui ont des algorithmes qui tournent avec des salles entières d'ordinateurs faits pour calculer des trucs. Donc penser qu'on va être capable de trouver des gros décalages entre le prix d'une action et sa valeur réelle, ça me paraît quand même un petit peu présomptueux. Et je pense par ailleurs que un portefeuille value, ça risque d'être un portefeuille qui est plein de value trap, donc à savoir de valeurs qui sont décotées pour de bonnes raisons, mais qui nous maintiennent parce que le rendement a l'air élevé, mais en retour total, on n'est pas bien. Alors une fois qu'on a dit ça, on va regarder quels sont les critères qui sont retenus par l'approche value. Ici, il nous donne trois caractéristiques principales: book value to price, 12 months forward earning to price et dividend yield. Donc dividend yield, c'est le plus transparent, ça veut dire on fait attention à ce qu'un rendement soit élevé. Book value to price, c'est quoi? Donc book value, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de savoir en gros combien vaut une entreprise en soustrayant les passifs à l'actif. Donc les actifs d'une entreprise, ça va être combien coûtent ses bâtiments, combien coûtent ses machines, combien coûtent ses brevets, combien coûtent ses stocks. C'est quand même du concret, quoi. On fait un inventaire en fait de ce qu'il y a dans l'entreprise et de combien ça vaut, et on enlève à ça les passifs. Donc les passifs, c'est les dettes en fait, c'est les dettes qu'on doit payer, puis c'est les charges qu'on doit payer, et on compare cette valeur intrinsèque de l'entreprise au prix auquel l'entreprise cote, et plus vous avez un ratio qui est faible, et plus on peut considérer que le prix auquel vous payez l'action est proche de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Si vous prenez le site Zone Bourse, et vous voyez par exemple que le cours de l'action totale est assez proche de sa valeur comptable, disons, même si je ne suis pas certain des termes que j'emploie. Et puis l'autre critère, c'est une projection sur les revenus. Et donc, en fait, je comprends la logique, c'est que les gens n'ont pas seulement envie d'acheter une valeur décotée, ils ont envie d'acheter une valeur décotée dans laquelle il y a un bon potentiel de valeur, en fait. Donc l'objectif, ce serait de choper une valeur qui est décoté, mais qui a des belles perspectives de revenus. Donc c'est pour ça si on prenait juste le book value to price, on risque vraiment pour le coup de se retrouver avec des trucs qui sont décotés pour de bonnes raisons, mais si on combine ça avec des belles perspectives de revenus, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus sain. Mais voilà, hein, le fait que ce soit décoté par rapport au MSCI World, ça montre bien que ça a l'air d'être quand même la recette miracle pour se retrouver avec un portefeuille composé de value trap. Donc je suis pas sûr que l'approche value ait encore de l'avenir. Et d'ailleurs, vous connaissez un petit peu l'anecdote, hein, c'est que Warren Buffett, il a commencé comme un investisseur value et il aurait été converti à l'approche qualité par Charlie Munger. La manière dont Warren Buffett décrivait l'approche value, c'est en fait il se disait, il appelait ça l'approche du cul de cigare.
à savoir son objectif c'est de passer derrière un mec qui fume un cigare, qui balance le cigare, et on se dit ouais je peux encore prendre quelques tafs, c'est sale de ramasser un cigare dans la rue mais au moins on l'a eu gratuit. Voilà. C'est ça l'approche value, et Charlie Munger lui a dit mais arrête, ça sert à rien de ramasser un truc qui a pas de valeur, même si c'est pas cher, si le truc vaut rien, c'est inutile, donc focalisons-nous plutôt sur le fait d'acheter des valeurs exceptionnelles, et le prix ça doit pas être la variable principale. La variable principale, ça doit être, on est sûr que le business qu'on a, c'est de la qualité. Finalement, sur cette approche value, vous voyez là la pondération des facteurs qui comptent. Les petits points jaunes, c'est les facteurs qui sont pris par l'indice MSCI World simple. La plupart des critères sont neutres. Le MSCI World, il essaie juste d'avoir des entreprises qui sont de grande taille. Ils essaient pas d'avoir des moyennes caps ou des petites caps. Et donc les critères les plus importants, c'est il faut que les actions, on les achète pas cher, il faut qu'il y ait un bon rendement, et il faut qu'il y ait peu de volatilité. Et si on regarde en termes de compagnie, en termes d'entreprise, vous avez Berkshire, United Health Group, JP Morgan, Johnson & Johnson, Broadcom, etc. Les pétrolières, des pharmaceutiques. Donc voilà, c'est des grosses boîtes bien établies, souvent avec un rendement généreux. D'ailleurs, Berkshire Hathaway fait un petit peu de tâche dans ce classement-là, mais je pense que c'est parce que dans cette approche, en tout cas dans cet indice value, ils prennent en compte une dimension de qualité, et c'est ce qui explique que ce soit pas un investissement délirant, même si voilà, on voit bien qu'il est décoté par rapport au MSCI World. Et bien voilà, pour ce petit point sur l'approche value de l'investissement. Je vous rappelle que je vais rassembler toute la théorie que j'ai partagée avec vous, la développer, la mettre au propre, etc. dans un petit guide qui va apparaître sur la page Patreon. Donc si vous voulez en bénéficier et bénéficier de tous les contenus exclusifs que vous avez sur la page Patreon, ça ne coûte que 3 € par mois, profitez-en. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.